Et yo tout le monde, ici Vemaillé pour une nouvelle critique d'un film. En ce moment, il y a un gros film qui est sorti, vous avez la critique qui va arriver ce mercredi 3 juillet, jour de la date de sortie de cette vidéo, toujours à 17h30 comme d'habitude, 17h, 17h30, qu'est-ce que je dis moi, 17h comme d'habitude. D'ailleurs, par rapport à la vidéo, pourquoi devriez-vous voir la série Viking? S'il y a des points que vous voulez aborder, que vous voulez que j'aborde pour des films, des séries ou des films dont vous voulez que je parle, si vous avez des conseils à me donner pour améliorer la vidéo, des choses comme ça, si vous avez besoin de choses, envie de me dire des choses, le Discord est toujours ouvert. Je suis disponible aussi sur mes réseaux, donc vous pouvez aussi me parler là-dessus. Et puis, bon, pour parler du film. J'aimerais vous parler aussi d'un truc qui m'attriste un peu. Je me suis rendu compte que 95-98% de mes abonnés, des viewers sont pas vraiment abonnés. Donc j'aimerais faire passer ce petit mot pour vous dire si vous aimez la vidéo, n'hésitez vraiment pas à appuyer sur le bouton j'aime avec le pouce en l'air, ça prend 2 secondes. Sur le bouton vous abonner pour vous abonner à la chaîne et avoir accès à toutes les vidéos qui vont sortir. Et sur la cloche pour ne pas rater du coup les jours de sortie et les sorties des vidéos. C'est pas un truc qui est pas du tout forcé, donc je m'en fous, c'est juste si vous avez envie, si ça vous plaît, c'est juste que ça fait toujours... comment dire, c'est juste pour vous le dire, si vraiment vous avez envie, aussi partager la vidéo d'ailleurs. C'est plus comment vous le sentez vous. Donc le film dont je vais vous parler est un film français, sorti donc le 28 juin 2024, jour de tournage de cette vidéo, donc au moment où je vous parle c'est maintenant. Je l'ai vu il y a 2 heures à peu près. Et le film dont je vais vous parler est un film avec Pierre Ninet. Je pense donc que vous savez très bien de quel film je vais vous parler. Il s'agit donc du film Le Comte de Monte Cristo. Donc sur l'histoire d'Edmond Dantès, avec donc, comme je vous l'ai dit, Pierre Ninet, Anaïs de Moustier, des jeunes acteurs aussi comme Vassili Schneider, Anna Maria Bartolomei, Julien de Saint-Jean aussi qui est tout jeune, Bastien Bouillon, qui sont des acteurs un peu plus vieux. C'est un film, je donnerai généralement des grosses notes au film parce qu'il y a toujours des points mauvais. Celui-là il y a très peu de points mauvais à donner. Un film qui mériterait pour moi en termes de notes bien 9,7 sur 10, 9,7 sur 10, 9,8 même, on peut aller jusque là. Et je pense qu'il peut rayonner l'international vraiment. Maintenant on va parler un peu des personnages, puisque c'est un peu l'importance du film, c'est quand même le nom qui appartient quand même à un personnage. Le personnage dont je vais vous parler c'est Edmond Dantès, donc le comte de Monte Cristo. En réalité, Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo, pour raconter l'histoire, un peu, Edmond Dantès est un jeune marin qui va être promu capitaine à la suite du sauvetage d'une jeune femme. Et ça va pas plaire à son capitaine qui va lui être envoyé. Et qui est jaloux et qui veut du coup lui faire du mal. Qui va épouser la cousine de son meilleur ami. Et qui en fait va être accusé à tort d'un acte qu'il n'a pas commis du tout. Il va être emprisonné dans le château d'If, pas loin de Marseille, puisque c'est là où il était, où il vivait. Et il va rencontrer un abbé, l'abbé Faria, qui n'a pas une grosse importance, c'est juste là le point de départ, on va dire, de l'histoire du comte de Monte Cristo, qui va lui révéler qu'il est en fait l'élève du dernier des Templiers. Et donc il va lui révéler l'existence du trésor templier qu'on connaît tous, et c'est lui dire où il se trouve. Et donc c'est après réussissant à s'évader qu'il va aller chercher ce trésor. Enfin au début c'est un point d'ailleurs un peu con, tu t'évades d'une prison, tu vas de suite sur le point où tout le monde pourrait te retrouver, parce qu'il va retourner dans le château où il y avait son meilleur pote, puis il y avait la femme qu'il aimait, donc c'est un peu con je trouve, mais ça va, je peux comprendre aussi dans l'histoire. Et on va dire que du coup ce qu'il doit faire c'est s'inventer une vie. Donc il va chercher ce trésor et il va s'inventer une vie. Se lier d'amitié un peu en quelque sorte, se rapprocher de ses ennemis. Comment dire. Et aussi avoir des poulains, on va dire, j'en parlerai aussi. Désolé. Avec cet homme du coup, l'importance de cet homme en fait c'est un homme qui change de facette. Il change de visage très facilement, d'ailleurs vous voyez sur l'image. Il n'y a pas la Dame Rose dans
Mission Impossible. Et il va toujours faire ça. Et c'est pour ça qu'on ne le reconnaît pas. Un autre mauvais point, c'est Spencer Dessel. Sa voix ne change pas du tout, donc elle est très facile à reconnaître. D'ailleurs, on va en parler après pour un personnage qui va reconnaître de suite. Et c'est un personnage du coup qui est aussi rongé par la haine, le sentiment de justice, de punir les gens, d'être bourreau et tout. C'est dur parce qu'il est vraiment dans la haine et il n'arrive pas à se détacher de cette haine-là, même si quand il joue son personnage, il arrive vraiment très bien joué, il est très fort. Un d'ailleurs qui physiquement il a une bonne carrière, on avait très peur qu'il n'ait pas la carrière pour ce Comte de Monte Cristo. J'ai pas vu le film avec Depardieu donc je peux rien dire, mais pour moi il a la carrière d'un personnage comme le Comte de Monte Cristo pourrait incarner. Et il est très bon dans cette idée-là. Il est franchement, j'ai que des bons points à dire sur ce personnage de Monte Cristo, qui a donc des poulains, dont je vais vous parler maintenant. Non, avant de parler des poulains, on va parler du coup de la femme qu'il aime, qui n'est pas n'importe qui, donc qui s'appelle donc Mercedes et qui est jouée par Anaïs Desmoustiers. Donc c'est une femme qu'il aime, ils devaient se marier, donc ils ne sont jamais mariés, et elle va se remarier avec le meilleur pote, donc on parlera par la suite, qui va devenir un vrai ennemi, un traître, et elle va avoir un enfant avec lui, et en fait le point important c'est quand le Comte de Monte Cristo elle va le rencontrer pour la première fois, elle va de suite savoir que c'est lui. Lui il s'en doute pas énormément, il se dit bah je suis bien caché, elle ne sait pas qui je suis, ça va pas, voilà il est content, mais elle de suite elle le sait, elle le reconnaît au regard, à la voix, et on va dire qu'elle l'a jamais cessé vraiment de l'aimer, même si elle s'est remariée parce qu'on lui a un peu menti et tout, donc c'était dur. Et et du coup, ce personnage est vraiment là pour rappeler au passé du Comte de Cristo qui est dans Edmond Dantès, et pour faire le lien aussi avec l'ennemi, avec ce qui s'est passé pendant cette période-là où il n'était pas présent, où il était emprisonné. Et elle n'a pas le rôle le plus important de l'histoire. Elle est le love interest, qui n'a jamais pu avoir réellement à cause de toute cette histoire, qui va le retrouver, mais qui va pas le retrouver pendant énormément longtemps parce que le mari, qui est donc l'ennemi aussi, est pas très content, donc ça va finir. On sait très bien comment ça va finir d'ailleurs, on en parlera par la suite. Et ce qui est important surtout, c'est son fils qui va avoir un rôle assez clé dans l'histoire. En termes de jeu, Anaïs Desmoustiers est très bonne, elle joue très bien ce personnage de la personne qui retrouve quelqu'un qu'elle pensait mort. Franchement, le jeu d'acteur est très bon, mais il n'y a pas non plus grand chose d'autre à dire. Ensuite, je peux donc enfin vous parler des personnages du film qui sont aussi importants. C'est les deux poulains de le Comte de Monte Cristo. Donc la fille à droite s'appelle Haydée, elle est jouée par Anna Maria Bartolomei, qui pour moi est un des points forts du film. En fait, elle joue le faux rôle de la nièce, de la filleule, on va dire. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle s'appelle, j'ai pas dit c'est pas nièce, c'est filleule, du Comte de Monte Cristo. Alors qu'en fait, c'est la fille d'un homme que l'ennemi dont on va parler après a trahi. Voilà, elle doit se cacher, et son but, elle, c'est de séduire le fils de cet homme-là pour lui faire du mal ensuite. Il se nomme donc Albert, je en parlerai par la suite. Et c'est la jeune femme qui est appelée à la raison. En fait, elle doit jouer ce jeu, mais elle n'a pas vraiment envie. Elle veut vivre son histoire d'amour qu'elle va finir par avoir avec ce personnage d'Albert. Elle veut pouvoir faire ses décisions. Elle se dit qu'en fait, lui, le Comte de Monte Cristo, il est motivé tout par la haine, là où elle n'est pas vraiment dans ce côté-là. C'est vraiment la raison. Je trouve qu'elle a d'ailleurs franchement un très bon rôle. Elle doit d'ailleurs, l'actrice qui est mi-roumaine, mi-française, enfin qui est roumaine ou arménienne et qui a été qui est venue en France à 6 ans comme ça, qui n'a plus du tout d'accent, elle doit jouer un accent très russe, très slavique, enfin c'est pas facile du tout, mais elle le joue très bien. On a vraiment l'impression que c'est un accent qu'elle a, elle le perd jamais dans le film. Elle doit aussi jouer un personnage froid, elle y arrive très bien, elle arrive à jouer très bien de ce personnage, jusqu'à du coup, est-ce qu'elle tombe amoureuse et donc ça va plus, elle arrive vraiment à comprendre le conte. Et donc ça va mal se passer entre les deux, elle le déteste parce qu'il pense qu'il y a le mal qui va tuer son copain, on va en parler après. Donc c'est pas facile. Elle va devoir révéler la vérité. C'est des poulains qui sont très bons, qui sont très jeunes et qui aiment cette jeunesse-là et qui doivent vivre cette jeunesse. Et c'est un peu ce qui a été enlevé du coup à l'autre poulain, donc André,
joué par Julien Saint-Jean, qui est en réalité, il y a 3 ennemis dans le film, le fils d'un autre des ennemis, dont on va parler ensuite, qui a été abandonné. Et donc, et qui va être accueilli par du coup, le comte Monte Cristo, qui va être considéré comme un des princes, un prince, et qui doit jouer son rôle de prince. Il doit séduire aussi du coup la fille d'un autre ennemi, donc je vais parler après des 3 ennemis, mais tout est lié ensemble pour leur faire du mal, qui est vraiment motivé par la haine, parce que la première fois qu'il se rencontre avec le Monte Cristo, il lui dit bah voilà, on va leur faire de mal et tout, il dit moi je vais les tuer. Le Monte Cristo lui dit non, c'est mal, c'est pas assez vulgaire, c'est pas assez violent, ils doivent souffrir, ils doivent vraiment souffrir. Donc ils vont vraiment jouer ce plan pour les faire souffrir, jusqu'à ce que lui ça n'aille plus et que du coup il va en quelque sorte désobéir, comme le dit le Monte Cristo, aux ordres. Et il est vraiment aveuglé par la haine pour du coup faire ça. Il ne devait pas faire ça, c'était pas dans le plan de Monte Cristo qui semble avoir donc un vrai plan sur toute l'histoire, qui a un plan assez machiavélique, assez qui est violent, donc motivé par la haine, il va dévoiler sa vérité qui il est vraiment, donc énervé, vraiment, mais il n'en peut plus, il va tuer son père, son vrai père. Et il va du coup se faire tirer dessus parce que c'est un acte pas normal, enfin c'est pas un acte, c'est un acte à ce moment-là qui était puni de mort, mais là c'est même pas pendaison et tout, c'est juste il l'a tué, donc de suite un garde prend son fusil, lui tire dessus. Et ça fait du coup du mal à la jeune fille qui s'était pris de lui, donc à aider. Et donc c'est ce côté-là où il y a le côté vraiment haine, il y a le côté qui est raison, il y a vraiment le petit, on va dire, ange, en réalité c'est vraiment un ange, mais il y avait quand même des choses mauvaises, et le côté démon, le côté du comte de Monte Cristo, qui l'un était, et qui sont pourtant les deux amenés par la haine du comte de Monte Cristo. Et un dernier point sur le personnage aussi de André, il fait énormément penser à Johnny Depp jeune. Réellement, j'avais l'impression de voir Johnny Depp jeune. C'est impressionnant à quel point physiquement, dans le visage, j'ai l'impression que c'était Johnny Depp. Et c'est fort, je trouve. Parce que c'est cool, ça te rappelle un grand acteur, et donc je trouve que ça l'aide en plus du jeu qui est très bien, il a un jeu d'acteur génial. Maintenant, on peut parler du jeune, du coup, dont je vous parlais, qui a du coup un point clé sur l'histoire, donc le jeune Albert, joué par Vasily Schneider, qui est donc le fils de Mercedes et du coup du meilleur ami d'Edmond, qui lui en fait c'est un jeune poète, un jeune qui veut retrouver l'essence du vrai amour qui vient de la poésie, il veut vouloir suivre cet amour au lieu de suivre son père qui veut en fait qui se marie à une des plus jeunes, une jeune fille qui sera riche. Lui il est plus dans la loyauté, dans l'honneur, dans tout ce qui est vraie valeur que l'argent, contrairement à son père. Et en fait, lui, il va être, en fait, c'est le premier personnage qui va rencontrer en quelque sorte le comte de Monte Cristo, qui va être sauvé par lui, donc il lui ressort redevable, ça va devenir son héros pour la plupart du temps du film. Il l'adore, et du coup, il va d'ailleurs tomber amoureux d'Aïdé, et il va, essayer de la séduire, il va réussir à la séduire, ça va finir en histoire d'amour. Il veut pas la quitter, même au moment où elle se dit bah, je peux plus te voir parce que sinon faut que je te révèle la vérité, ce qui va être forcé d'être dit par le comte de Monte Cristo, et ce qui va amener à un duel entre les deux, provoqué par le jeune, qui en fait ne va jamais mourir, aucun des deux va mourir, le comte va retrouver la raison et les laisser s'enfuir tous les deux, et là ils vont vraiment vivre cette histoire d'amour, l'histoire d'amour d'Edmond et de Mercedes va être vécu par le couple Haïdé-Albert en quelque sorte. Il s'est retrouvé, je pense, dans ce truc-là. C'est pas vraiment montré, mais on sent qu'il s'est retrouvé, donc c'est pour ça qu'il les laisse s'enfuir et qu'il va du coup permettre une vraie histoire d'amour et qu'il va retrouver en quelque sorte la raison qu'il avait un peu perdue par l'énervement. Mais sinon, le personnage d'Albert est vraiment là pour ramener du coup ce côté jeune qui veut séduire, qui est admiratif aussi par ce qu'il découvre, par les étrangers, et donc franchement, c'est la jeunesse qui découvre. Enfin, moi, c'est l'esprit jeune, et c'est les jeunes qui prennent le pouvoir presque dans le film, qui sont presque, à part Edmond qui a vraiment un point clé, j'ai l'impression que les jeunes ont vraiment pris un ascendant sur les personnages un peu plus vieux, et qui ont vraiment du coup plus de pouvoir, et qui vraiment, on a la jeunesse du cinéma qui se montre enfin, et qui on se rend compte que du coup on a un cinéma français très riche qui est voué à
avoir des acteurs qui vont avoir des grands rôles si ça continue. Ils sont très très bons ces jeunes acteurs. Et maintenant, on va pouvoir parler du trio d'ennemis, qui est un trio quand même assez fort. C'est pas n'importe quel trio d'ennemis. Donc nous avons le baron Danglars, joué par, que je vous retrouve vite fait son nom, Patrick Mille, donc Ferdinand de Morcerf, le meilleur ami de Edmond qui l'a trahi, et tout derrière, le procureur de Villefort, joué par Laurent Lafitte, et Ferdinand est joué par Bassin Bouillon. On va commencer par en fait Danglars, le baron Danglars. C'est juste en fait le capitaine qui a empêché Dantès de plonger, qui en fait voulait l'accuser de, qui a perdu son poste de capitaine et qui du coup va, on va dire, l'accuser d'un faux, pour de faux, qui va du coup le trahir et faire un coup monté pour le forcer à finir en tôle. Et lui, ce baron va en fait racheter ensuite, il va réussir ensuite, après la mort, tout ça, qui va se passer, la fausse mort d'Edmond Dantès, parce que tout le monde pensait qu'il était mort, à racheter les bateaux de la compagnie du coup de l'homme qui a fait de Dantès capitaine. Il va devenir riche, il va épouser la maîtresse du procureur, donc pour pouvoir, je pense, brouiller les pistes de ce qui s'est passé. Et il a du coup sa fille qui André va essayer de séduire, même si en fait elle est lesbienne et elle est amoureuse d'une de ses servantes, je dirais, qui s'appelle Suzanne. Et lui a tout à fait compris, en fait il va juste dire là, bah si on finit ensemble, c'est juste pour toi, ça sera un secret, donc tu pourras vivre ta vie et nous on sera juste en secret ensemble pour être bien vus. Mais ce baron en fait c'est un homme qui se vante d'être méchant, et il s'en vante très fort d'être vulgaire, brusque et tout, et il s'en vante, et c'est d'ailleurs la phrase que dit Edmond, le Don Francisco à la fin, dernier moment à ce personnage là, pour lui dire ben je sais qui t'es et tu sais qui je suis en fait. Et il va se servir aussi d'ailleurs de ce déguisement pour se faire passer pour un lord anglais, à la fixe, enfin un truc comme ça, j'ai oublié le nom. Et pour du coup utiliser un journal pour faire semblant qu'il y ait des bateaux qui sont fait voler, qui sont réellement fait voler, donc il a tout perdu. Du coup le comte de Couteau lui a volé sa fortune, il lui a tout volé. Et c'est le personnage en fait, l'un des méchants peut-être les moins importants, qui est juste très content des histoires paranormales, de tout ce que fait le comte de Monte Cristo. Il est vraiment l'impression qu'il est admiratif de ce qu'il voit, alors qu'à la fin il sait qui c'est, donc il est moins admiratif en fait quand il découvre qui il est vraiment. Avant de parler de Ferdinand de Morcerf, on va parler du procureur de Villefort, qui en fait, et je parle avant la fille très très bien, et il fait semblant d'être allié avec Edmond quand il se fait capturer. Il lui dit ah mais je comprends, vous n'êtes pas Napoléon, vous n'êtes pas napoléoniste, parce qu'il en fait il a sauvé une jeune femme qui s'appelle Angèle, qui est la sœur de Villefort, qui va d'ailleurs se faire à la fin tuer, débarrasser. Enfin pas tuer, mais il va être faire débarrasser, elle va être vendu à faire pour en faire prostituer, donc ça va plus. Voilà, elle va juste elle sauver en vrai, qui a failli se faire enterrer par son père vivant. Et en fait, il sait très bien que c'est sa sœur, il voulait juste du coup la sauver, donc il a mis ça dans la Bible de Dantès, et il a fait exprès de l'envoyer pour en fait gagner aussi au change, puisque du coup il gagne au fait, personne saura du coup que sa maîtresse qui s'appelle Victoria a un enfant avec lui. Du coup il devait pas survivre, il ne pouvait pas savoir que c'était lui, son père, et donc il ne pouvait pas savoir qu'ils étaient ensemble. Ils vont le découvrir par la suite à la fin, dans le dernier acte on va dire. Et lui, il est juste quelqu'un qui est aux abords très sympa, qui n'est pas méchant du tout. En fait, il n'a pas cet esprit je suis vulgaire, je suis très méchant, comme Danglars peut l'être, comme Ferdinand de Morcerf peut l'être. Lui, il est vraiment très propre, très carré avec les ordres et tout, très sympa dans son approche, et pas méchant du tout. En fait, t'as l'impression plus qu'il est gentil. Tu te dis, ça peut pas être un ennemi en fait. Et quand tu sais qui c'est, qu'il le fait exprès pour empêcher qu'il n'y ait pas de procès, pour tout empêcher et que permettre de Ferdinand d'épouser sa cousine, qui en fait il l'aimait toujours, il l'a toujours aimé, et donc par jalousie il va l'épouser. Ils vont tous s'allier, et tu te disais pas que le procureur serait vraiment un fou, même s'il y a des moments où en fait, du coup il est un peu lâche sur les bords, parce qu'il va se dire, quand son fils va l'accuser, il va se barrer, il dit ouais non mais je vais pas entendre parler de ça, j'y crois pas. Mais sinon, alors la fille joue très bien son rôle de, en fait,
l'ennemi qu'en fait on voit pas vraiment comme un ennemi, le mec très gentil. Ensuite, Ferdinand de Marsay, joué par Bastien Bouillon. Il joue très très bien, désolé mais il joue très très bien. Et en fait, c'est le meilleur ami d'Edmond Dantès qui est content que lui il va devenir capitaine, il est très fier de lui, il est son meilleur ami, ça se voit en fait. Juste, tu te rends compte quand ils sont avec câlin et qu'il annonce qu'il va épouser du coup sa cousine, que Edmond va épouser sa cousine, tu te rends compte qu'en fait, du coup il est un peu jaloux, qu'il est pas très content. Du coup à la fin, quand il va aller là-bas et qu'il va se faire convaincre un peu par Villefort, et du coup tu te demandais s'il va aller prendre un épouser sa cousine, il va le faire exprès. Il est là en fait pour son bien personnel. Et lui, il se doutait non plus de rien de Dantès, juste à la fin, il va vouloir se battre avec lui et il se bat très férocement, donc on sent l'énervement, on sent qu'il a jamais été son ami, c'était vraiment un ennemi, il a trahi tout le monde en fait, on sent, il a trahi tout le monde. Même Dantès lui dit à la fin, je vais aller voir tout ce que tu as fait, je vais aller voir tout le monde que tu connais, tu as trahi tout le monde. Donc c'est le traître par excellence, qui a d'ailleurs perdu un œil à cause de ça, par le père d'Hallyday d'ailleurs, et qui a été en fait récompensé parce que j'ai un général qui a un enfant, qui en fait est très content en fait d'en porter le compte parce qu'il sait pas qui c'est, il est un peu comme les autres, il est admiratif, jusqu'à ce qu'il découvre qui il est vraiment, et qui du coup il va tout perdre, il va perdre sa femme, il va perdre son fils et tout, en fait il va venir seul lui, et il va pas se faire tuer parce que dans ça il dit une belle phrase, c'est les morts on peut les pardonner, on va les pardonner, on va tout oublier, moi je pars, je veux que tu vives, je veux qu'on ne pardonne jamais, je veux vraiment que tu vives avec ça. Je trouve que c'est un des points clés, enfin une des plus belles phrases du film, parce que c'est ton ennemi mais tu veux pas qu'il meure parce que sinon tout le monde va le pardonner, en fait ça va devenir un hommage, il va y avoir des hommages, plein de choses. Mais ça se finit du coup sur les deux, sur le comte qui s'enfuit, lui on sait pas ce qu'il est, je pense qu'il est blessé, je pense que c'est la risée de tout le monde, il a salé tout son nom aussi. Mais ce trio de méchants est un très bon trio de méchants qui en fait ils veulent vraiment faire ami avec Edmond au début, ami avec le comte, et en fait ils vont se détruire tous un par le comte, mais je dis pas que c'est des vrais méchants à part Danglars, oui il peut être jaloux tout, mais Ferdinand, tu te dis pas au début il est méchant, en fait tu te dis pas qu'il va faire ce qu'il a fait, qu'il va témoigner, qu'il va faire exprès. Il était un peu surpris d'ailleurs, mais c'est ce qui fait du coup un bon jeu d'acteur, parce que du coup ils arrivent à te surprendre. Donc, ensuite, on va parler, quand on parle du pont de Monte Cristo, de l'action. Il n'y en a pas. Alors, déjà, que je vais vous dire ce qui se passe, parce que l'action, en fait, désolé, donc de l'action, il n'y en a pas énormément. En fait, c'est surtout des plans de danse, d'élaboration, de banquet et tout. C'est vraiment de l'action à gogo. Ce qui est, en fait, l'histoire avance à son rythme, c'est 3 heures de film, donc ça avance très bien, ça avance à son rythme. Il y a quelques scènes d'action, donc le scène du coup où Edmond et Albert sont en duel, du coup ils se sur cette photo, ils se tirent dessus, enfin il se passe rien. Le combat de fin à l'épée entre Ferdinand et Edmond. Au tout début, il va sauver du coup Albert, c'est aussi une scène de combat. La chasse aussi, parce qu'ils vont regarder les traditions, du coup il y a la chasse. Mais sinon, en termes d'action, t'as pas autre chose. La scène aussi où, comment dire, André va tuer son père, mais sinon en termes d'action t'en as pas énormément. Et c'est pas mauvais parce qu'en fait c'est de l'action qui est là au bon moment, qui sert à l'histoire et qui n'est pas de trop. Et c'est pour moi ce qui fait en fait des très bons choix et qui font du coup des très bonnes scènes d'action qui sont d'ailleurs très bien filmées. On a un Dantès qui est souvent dans cette scène d'action là mis pas dans la chasse mais surtout dans les combats à l'épée. Comment dire, surtout au début il est mis en force, même si sur la fin du coup il se fait avoir par Ferdinand, donc qui est un général, donc on sait très bien qu'il se bat mieux que lui, qu'il a fait ses classes et tout, donc il montre la différence sociale entre les deux, mais c'est des très bonnes scènes d'action qui me plaisent. Tout comme d'ailleurs, quand on parle d'action, on peut aussi parler des paysages. Donc là c'est le château d'If que vous avez sur l'image, il y a des très beaux paysages, souvent sur la mer au tout début c'est très beau. Le château d'If aussi, tu as des plans sur toute l'île de Monte Cristo qui je crois existe vraiment, qui est très joli. Le château d'If aussi est très beau. C'est filmé dans Marseille, donc c'est très beau aussi, vers Narbonne et tout. Dans Paris, c'est surtout des châteaux. Il y a 2-3 scènes dans Paris, mais sinon c'est des maisons, des châteaux, donc c'est très beau. Le château de Monte Cristo est énorme en termes de taille, en termes de hauteur, donc c'est très beau. Et c'est vraiment, comment dire, on a un très bon patrimoine français de bâtiments et de paysages, et ça a été filmé en France. Et je trouve que ça permet aux gens de découvrir ce beau pays qui est la France qu'on a tous. Et du coup, pour nous Français, on est content de voir des paysages qu'on connaît, de les voir dans ces films-là bien utilisés. Donc je suis très content d'avoir aussi des très beaux paysages de notre belle France.
Ensuite, un petit point rapide. Hop, c'est très rapide ce point. La musique, on n'a pas grand chose à dire en fait. La musique est surtout qu'il y a un thème pour les combats, très rapide, qui va avec les combats, qui est aussi qui est vraiment quand il y a des coups durs comme la mort et tout, c'est changeant, donc le thème suit aussi ce qui se passe. Et du coup c'est un thème où de suite quand ça se thème, tu sais qu'il va se passer, ça casse un peu le suspense, mais c'est des thèmes musicaux qui sont très bons, beaucoup de percussions, un peu aussi de cordes, franchement c'est un thème musical qui me plaît beaucoup. J'en parle souvent des thèmes musicaux, là vraiment, je sais pas vraiment d'exemple, il y a des films qui s'adressèrent dans The Flash, il y a des musiques en anglais qui ne vont pas du tout. Là dans ce film là, ça qui fait que embellir et j'adore vraiment le son qu'il y a. Je pense que si j'aurais vu le film, j'ai toujours autant apprécié le son, c'est pour ça qu'il faut aller voir au cinéma parce que la qualité est toujours meilleure. Et puis c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film. On va juste parler de maintenant que ce film est pour moi l'un, j'espère d'ailleurs qu'il va l'être, mais il devrait pour moi être l'un des plus grands succès des films français. J'aimerais des suites sur les romans d'Alexandre Dumas. Il a fait L'Homme au masque de fer qui est aussi le mousquetaire, donc je pense que ça peut être des films qui peuvent arriver. J'aimerais qu'il arrive si c'est ramené par des bons acteurs qui ont priné, un casting 5 étoiles comme on a là avec Laurent Lafitte, Anaïs de Moustier, Anna-Maria Bartholomei, plein de gens, Julien Saint-Jean et voilà tous ces noms-là. J'aimerais qu'il y ait sur L'Homme au masque de fer, sur La Reine Margot, des trucs sur Alexandre Dumas. Je pense qu'on peut faire des très bons films sur d'autres romans aussi qui existent d'ailleurs. Hein. Ça peut être aussi sur La Princesse de Montpensier, ça peut être qui existe sur d'ailleurs aussi. Mais tu peux faire des remakes qui étaient avec François Civil, mais tu peux faire plein de films, je pense, qui peuvent aller de cette époque-là. J'aimerais L'Homme au masque de fer parce que je sais qu'il y en a un qui est sorti avec DiCaprio que je n'ai pas vu, que je devrais voir normalement, mais que je n'ai pas encore pu voir. J'aimerais que ça soit remis au goût du jour avec des acteurs français. Je pense qu'on peut aller loin. Je pense que là, ils nous amènent pas des suites, donc c'est tant mieux par rapport au Milady où ça nous amène une suite qu'on n'aura certainement jamais. Mais pour moi, tu peux ramener d'autres films d'Alexandre Dumas et grâce à ses romans, il a fait tellement de choses que tu peux aller tellement loin. Et ça me ferait plaisir d'ailleurs d'avoir un Love parce que de faire, tu ramènerais le mousquetaire. Donc, t'aurais pas, le grand démonstration parce que c'est pas la même époque, mais tu peux le ramener dans d'autres époques où tu peux avoir d'autres moments. Et je suis très content du coup de ce film-là et je pense qu'on peut aller loin dans le cinéma français si on a ces acteurs, ces réalisateurs qui sont très bons. C'est Alexandre Delaporte et Mathieu, je sais plus quoi, j'ai plus son nom. Donc ils sont des très bons réals et avec des très bons acteurs aussi. Je pense qu'on peut aller loin et j'aimerais un jour vraiment L'Homme au masque de fer, c'est vraiment le film que j'aimerais voir par la suite. Donc en tout cas, pour vous parler de Conte de Monte Cristo, je suis très content d'avoir vu ce film. Ça dure 3 heures mais le temps passe pas vite du tout. Enfin le temps passe, je veux dire il passe pas lentement, donc de suite le film, on n'a pas de soucis avec ce film là. De suite on voit pas le temps passer donc c'est génial. L'histoire avance très bien, il n'y a pas de moment où on se dit ça sert à quoi ça. C'est toujours au bon moment et les scènes sont toujours importantes. Il y a toujours des points aussi que des fois tu te poses des questions et en fait tu te rends compte par la suite qui vont être utiles, donc c'est des très bons points. Et c'est un film que je veux que vous conseiller d'aller voir dans les séances, dans les cinémas. C'est un film qui mérite d'être vu au cinéma. Je sais que tous les films doivent être vus au cinéma, mais lui encore plus parce que c'est un film fait pour les séances de cinéma et quand vous regardez ça en streaming, vous aurez sur votre PC, vous n'aurez pas la même qualité, vous n'aurez pas les mêmes émotions que j'ai ressenties et que vous allez ressentir au cinéma. Et c'est aussi pour redonner cette vie au cinéma qui pour moi je trouve se meurt, puisque des films comme Furiosa pour Commercial Destin plutôt et The Fall Guy sont sortis 2 semaines sur des plateformes juste après leur sortie cinéma. C'est trop peu, c'est pas assez. Même sur des films comme le film d'Arthus qui est très bien reçu en France, je pense que Conte de Monte Cristo peut être celui qui va ramener à Terre plein de monde. Et c'est l'un pour moi des mes films préférés de l'année. Et franchement, il mérite 9,8 sur 10. C'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Franchement, allez le voir, vous allez adorer. Pour moi, il est au-dessus de Milady, il est peut-être un peu au-dessus aussi des 30 critères d'Artagnan que j'avais adoré aussi. Et franchement, je suis très content de ce que j'ai pu voir au cinéma. Je l'attendais avec impatience. Le fait de l'avoir amorcé, c'est pas une mauvaise idée, ça a été très bien amené. Le fait de l'avoir vendu, j'espère que ça a apporté du coup comme il le voulait de la fête du cinéma. Et puis voilà, ce que je veux dire, c'est vraiment aller au cinéma, aller voir ce film, vous allez que l'adorer. J'espère d'ailleurs que vous allez que l'adorer, de toute façon vous n'allez pas l'aimer, mais chacun ses goûts. Mais pour moi, vous pouvez que l'aimer, donc j'aimerais que vous l'aimiez suite à ma vidéo, suite à ce que je vous ai dit. Après, les commentaires sont là si vous avez besoin de discuter là-dessus. Je peux aussi débattre sur mon Discord. Et puis voilà, c'était donc la critique du Conte de Monte Cristo. Et c'était Vmaillet pour une nouvelle critique. Et ciao tout le monde!